Bonjour et bienvenue dans Objectif 2023. Aujourd'hui, je reçois pour vous sur ces plateaux les présidents du parti politique Orange, Fiyou Ndondoboni, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Alors, première question, quelle lecture faites-vous sur les réformes électorales engagées qui ont abouti notamment à la mise en place d'un nouveau bureau de la Commission électorale nationale? Non, c'est un grand pas. C'est un grand pas parce que parmi le défi à relever qu'a le chef de l'État aujourd'hui, en dehors de la question sécuritaire, qui est un dossier sur lequel il est, la question sociale et bien d'autres questions, il y a également la question électorale. Parce que les redevables vis-à-vis de la population sur cette question en 2023, parce qu'aucun acteur politique, comme aucun acteur ecclésiastique, n'acceptera qu'il y ait un glissement d'ici 2023. Donc, ça fait partie de ses priorités dans son cahier de charges. Et étant donné que cette question est levée, nous considérons que c'est un grand pas. Et il reste d'autres questions sur la table qui devraient être résolues également. Alors, selon vous, à ces niveaux-là, qu'est-ce qui aurait dû être fait qui n'a pas été fait? Ce qui devait être fait, c'était que les églises qui avaient la responsabilité de faire la proposition des noms prêchent par l'exemple en ayant un consensus total, c'est-à-dire 8 sur 8 autour du nom, et que l'Église s'est présentée d'une manière qui a un peu bouleversé l'ensemble de membres de ces différentes églises, parce que les éléments qui n'ont pas de soubassement de valeur du genre corruption, division, qui ne devaient pas apparaître à l'Église, ce sont ces éléments qui se sont présentés. Je ne parle pas de l'Église universelle comme corps du Christ, mais je parle de l'Église comme organisation incarnée par des personnes qui ont des attitudes, qui ont des comportements, qui ont également certains réflexes politiques. Donc, c'est un peu cette question-là, mais du moins, étant donné que ça respectait leur propre charte, leur propre organisation interne, nous considérons que la majorité, la loi, encore une fois, de la démocratie a primé, et c'est un succès pour la démocratie et le pays va avancer. Mais pour éviter, par exemple, ces couacs au futur, qu'est-ce que vous proposez? Pour éviter ces couacs au futur, la meilleure façon, déjà en amont, l'organisation interne, l'Église protestante et catholique devait travailler sur la révisitation de leur propre organisation interne. On est tous conscients qu'aujourd'hui, l'Église catholique protestante mise ensemble ont une pondération importante en termes de taux d'occupation ou en termes de taux de prise en charge sociale au niveau du pays. Donc, il est vrai que les églises de réveil, indépendantes et autres également sont en train de prendre la place. Mais les églises catholiques, protestantes mises ensemble représentent quand même un poids important. Mais malheureusement, dans leur organisation interne, ils n'ont pas tenu compte de ce paramètre pour se donner une certaine pondération ou un droit de veto, entre guillemets. Donc, la répartition a été une voix par confession religieuse. Donc, c'est ce qui a créé déjà un premier problème. Dans l'avenir, bon, cette question, je pense que l'Église devrait rester jouer son rôle, sa mission prophétique d'encadrement, et qu'il ne soit pas vraiment, il n'entre pas dans la profondeur des questions politiques, parce que ça suit un peu son image. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des problèmes politiques dans le pays, avec la présentation actuelle où l'Église, où certaines personnalités de l'Église ont pris position pour telle ou telle autre question ou faire de marche de telle ou telle autre manière. Donc l'Église perd un peu sa capacité de mettre tout le monde ensemble. Et pourtant l'Église devra toujours, d'une manière permanente, avoir cette possibilité de réunir toutes les tendances qui puissent se retrouver dans la nation. Parce que l'Église est censée être l'unificateur, les conciliateurs. Dans l'avenir, je pense que cette question pourrait être vidée et intégrée au ministère de l'Intérieur, dans l'avenir, de manière à ce que le ministère, ça soit pas un sujet tabou, l'organisation des élections, et que les gens ne continuent pas à se battre sur ces postes du président de la CENI. À ces stades-là, il y aurait transparence? Bon, vous savez, la transparence, il y a beaucoup de choses. On peut faire les choses de la manière la plus transparente, entre guillemets, sans qu'il y ait transparence. Donc la transparence est une question des convictions, est une question d'éducation, c'est une question des comportements des uns et des autres, parce qu'une personne qui est réputée tricheur, même quels que soient les efforts que vous allez faire, il aura toujours ses réflexes. Donc, c'est la personne, en fait. Voilà pourquoi il y a un grand travail à faire sur les changements de mentalité et des personnes. Parce que le vrai problème que nous avons au Congo, c'est un problème d'hommes. Et
quelqu'un peut avoir une bonne formation, mais il a un problème lié à l'éducation, au comportement, et ça bafoue complètement tout le reste de valeurs. Mais la Commission électorale nationale indépendante divise la classe politique. Ne fallait-il pas trouver un consensus autour de la désignation de ses membres, surtout les présidents de cette institution d'appui à la démocratie? Non, le consensus est là. Déjà, au niveau de l'Assemblée nationale, quand la répartition de responsabilités des uns et des autres, ça a été l'Assemblée nationale, mais tout le monde ensemble. Donc, la mission de mettre en place ces bureaux a été, c'est l'Assemblée nationale qui a confié aux églises, avec une organisation déjà bien définie, le président de la CENI qui devait venir de tel secteur, le vice-président et tous les membres, la répartition, d'une manière claire, était acceptée par tous. Parce qu'aujourd'hui, quand un organe comme l'Assemblée nationale valide quelque chose, nous faisons la projection que c'est la République qui a validé, parce que c'est un consensus national. Mais certains, ils voient un forcing dans ce qui a été fait. Il n'y a pas de forcing. Vous savez qu'à un certain moment, il faut faire le pas et avancer. Il n'y a pas de forcing. C'est la responsabilité d'atteindre un résultat. Vous savez, à un moment, quand on gère un projet, il y a ce qu'on appelle le repère de gestion, il y a des indicateurs de gestion qu'il faut absolument suivre. Et il y a le délai qui est mis en place par rapport à la gestion d'un projet. Si on ne respecte pas ces délais, on a ce qu'on appelle les glissements, on a ce qu'on appelle les dépassements du délai. Or, ces dépassements de délai aujourd'hui, la CENI n'est pas mise en place. Les élections ne sont pas organisées. Toutes ces personnes qui sont en train de parler de la CENI ne parleront pas de la CENI, vont accuser la personne du chef de l'État qu'il avait manqué la volonté d'organiser les élections. On va l'accuser de glissement. En installant la Commission électorale nationale indépendante controversée, n'a-t-on pas planté le germe de contestation des résultats des élections? Non, mais il n'y a pas de germe de contestation. Il n'y en aura pas, parce que ici, il est question que chaque acteur politique, chaque personnalité puisse s'organiser. Parce qu'en réalité, la transparence, c'est quoi? La transparence, c'est pas la tête de X, Y ou Z. La transparence, c'est le mécanisme qui va être mis en place pour que dans le choix que la population va faire pour X, Y, Z, dans ce mécanisme-là, tout le monde sente qu'il n'y a pas eu vol ou déviation de voix. Voilà pourquoi nous avons salué le discours d'un grand homme à la personne de, je cite son nom, le président du MLC, Jean-Pierre Bemba, qui a demandé aux différents acteurs politiques de travailler dans le sens de garantir cette transparence dans la suite, en fait, dans la mise en place de tous les autres de la loi électorale et toutes ces choses, dans la mise en place de toutes ces choses-là, de manière à ce que tout le monde puisse se retrouver. Donc, ici, ça peut être la tête X, Y ou Z, mais la chose la plus importante, ce n'est pas cette tête-là, c'est la suite, en fait. C'est cette suite-là qui devra maintenant, dans lequel tout le monde devra s'impliquer, pour que la véritable transparence puisse être garantie. Tout le monde est d'accord que le président de la CENI, M. Kadima, c'est parmi les meilleurs experts que nous avons au pays, c'est parmi les personnalités qui maîtrisent bien la question électorale aujourd'hui au pays. Je pense que c'est une compétence importante qu'il faudra exploiter de manière à ce que le pays gagne. Qu'on ne voit pas la tête, on voit plutôt la capacité managériale, la compétence qu'il a pour qu'il puisse nous faire atterrir concrètement, vous, en tant que parti Orange, qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle CENI? Non, concrètement, nous attendons à ce que les choses soient transparentes, comme tout le monde. On veut que les choses soient transparentes. C'est question des seuils, question de la publication, par exemple, des résultats de chaque bureau. Parce que les dernières élections, personne ne sait exactement ce qu'il a obtenu comme voix. Parce qu'en principe, après les élections, on doit afficher tous les résultats sur un tableau et tout le monde doit être à mesure de vérifier. Et tout le monde doit avoir les soubassements pour aller faire un recours. Vous comprenez? Donc, les dernières élections, il n'y avait pas tout ça. Mais on aimerait qu'avec l'organisation actuelle de la CENI, toutes ces petites histoires qui ont manqué aux dernières élections soient claires et que les uns et les autres puissent être satisfaits à la fin. Puisqu'on parle déjà de quelques points contenus dans la loi électorale, j'aimerais savoir quelles sont, selon vous, les priorités en termes des réformes de cette loi. Bon, en dehors de la question de seuil, il y a la question de liste. Vous savez, avant, la caution était en fonction de la liste.
et puis il y a une modification. La caution, c'est en termes d'individus. Donc, il y a toutes ces questions. Le parti va faire une déclaration quant à ça. Je n'aimerais pas ici donner déjà des éléments qui vont faire à ce que ça soit un peu à déphasage avec mais vous estimez quand même cette caution, elle est plus chère, elle est coûteuse? Bon, les coûts en fonction d'une personne à une autre. Mais quand il s'agit d'une liste électorale, vous savez que c'est un avantage parce que je crois qu'aux élections de 2015, c'était la liste, on paye un montant, mais aux élections de 2018, c'était le même montant multiplié par les nombres de sièges. Et vous souhaitez donc, que ça soit... Ça rentre question de la liste, en fait. On paye la liste pour donner la possibilité à chaque Congolais d'exprimer ses ambitions. Hein, d'exprimer ses ambitions. Et puis la question de seuil, c'est une question importante également parce que l'objectif final des élections, c'est quoi? Quelqu'un qui est dans une communauté, qui a une ambition de changer sa communauté locale ou d'apporter un élément de changement dans sa communauté locale, doit être à mesure de se faire élire par le sien, sans pour autant être obligé de passer par toutes les machines politiques qui existent. Donc, j'imagine une personne qui se retrouve en pleine forêt équatoriale, dans un village de pygmées, et tous les pygmées se disent que nous voulons que ces messieurs deviennent notre représentant à l'Assemblée nationale. Vous l'exigez un seuil pour que, avant qu'ils viennent représenter le sien à l'Assemblée nationale. Seul, on a difficile à atteindre ce seuil-là. Quand on est seul, c'est presque impossible. Donc, vous pensez qu'on devrait supprimer cette question de seuil et laisser la possibilité aux uns et aux autres, comme individus, d'exprimer leurs ambitions. Parce que la question de seuil donne l'avantage aux organisations politiques. C'est-à-dire, vous avez plusieurs personnes, la sommation de toutes ces voix vous donne la possibilité d'être éligible. Mais là, c'est une discrimination indirecte par rapport aux personnes qui sont dans leur circonscription, soutenues par le sien, mais qui ne sont pas à mesure, qui ne seront pas à mesure justement d'atteindre ces seuils-là. Alors aujourd'hui, on ne sent pas les choses bouger à l'Assemblée nationale. Déjà le 15 décembre, ce sera la clôture de la session de septembre, l'examen de la proposition de la loi électorale toujours pas programmée. Avez-vous une crainte quand, comme certains disent qu'ils redoutent par exemple les glissements? Bon, le chef de l'État a rassuré qu'il y aurait élection en 2023. Je pense que cette parole d'assurance vaut. Le président de la CENI, quand le jour de son installation, il a rassuré tout le monde quant à l'organisation des élections. Je pense que sa déclaration également vaut. Donc, tout ce que nous pouvons dire tout autour ne seront que de spéculations. Mais qu'est-ce qui bloque selon vous? Qu'est-ce qui fait il faut attendre. Et là, il faut poser la question au président de l'Assemblée nationale ou toutes les commissions qui sont chargées de faire cela. Mais il faut attendre que la CENI elle-même crier s'il se rend compte qu'il y a un problème qui l'empêche d'avancer. Vous n'estimez pas qu'on serait en train de perdre du temps, non? C'est possible, mais probablement doit avoir une stratégie qui permettra de récupérer les temps. Parce qu'en fait, dans un projet, c'est quoi cette stratégie? Dans un projet, je donne un exemple. Dans un projet, vous avez 10 jours pour, vous avez 10 mois par exemple pour réaliser un ouvrage. Vous vous rendez compte que dans les 10 mois, fonctionnement normal du travail, vous pouvez pas réaliser cet ouvrage. Vous pouvez transformer ces 10 mois multiplié par 3, ça devient 30 mois. Comment vous allez le faire? Vous faites par exemple 3 équipes de 8 heures, 8 heures, 8 heures, 8 heures. Donc, ce qui fait que les 10 mois vont être multipliés par 3, ça devient 30 mois. Vous terminez le projet en 10 mois en termes année normale, mais en termes de travail, vous en avez fait 30 par rapport au nombre d'heures des agents qui sont censés travailler. Donc, probablement, j'imagine, il y a déjà ces éléments-là mis en place qui permettra au président de la CENI de réussir, de relever son défi et d'honorer ses engagements ou ses promesses qu'il a faites
à la population Donc, congolaise. vous estimez qu'il y a du temps. À vous entendre parler, vous estimez qu'il y a assez du temps. Je ne dis pas qu'il y a assez de temps. On est déjà en retard parce que l'organisation des élections, commence juste au lendemain comment je vais dire, au lendemain des élections précédentes. Donc, vous comprenez. Donc, je dis qu'on n'a pas de temps, mais dans les 2 ans qui restent, c'est possible de l'organiser et de respecter le délai. Pourtant, c'est vraiment les moments indiqués de parler d'établir sur les questions telles que la machine à voter, le retour à Je suis totalement d'accord avec vous, madame. Certainement, toutes ces questions sont en train d'être analysées et étudiées par l'actuel président de la CENI. Je crois qu'il a été installé il y a 2 ou 3 semaines. Et c'est après avoir fait la vue générale, lever les options avec le sien au niveau de la plénière, toutes les options qui vont être levées, il y aura une communication. Et c'est cette communication-là qui va, probablement avec un calendrier électoral, avec toutes les différentes phases qui vont concerner ces processus, la proposition des différentes lois, quand est-ce qu'on va demander, quand est-ce qu'on va introduire, tout ça, ça va entrer dans le calendrier global que le président de la CENI va publier. Toutes ces étapes-là vont s'y figurer. Donc, au stade actuel, il faut attendre que le président de la CENI fasse cette publication. C'est en fonction de cela. Nous allons maintenant avoir un soubassement qui nous permettra de Mais ça ne revient pas à l'Assemblée nationale les programmer. Non, l'Assemblée nationale ne va pas programmer. L'Assemblée nationale devait mettre en place l'organe qui est censé organiser les élections. L'organe est mis en place. Il a l'autonomie, il a la responsabilité. Cet organe sait, mais cette connaît question tous les devait éléments. être débattue à l'Assemblée nationale. Je ne refuse pas, oui. Mais tous ces éléments-là, c'est la CENI qui devra préparer. Mais alors, maintenant, ces éléments de préparation-là doivent être inscrits dans un calendrier. C'est-à-dire, c'est que de telle date à telle date, nous allons soumettre à l'Assemblée nationale la proposition, par exemple, de loi portant telle chose. De telle date à telle date, nous allons faire ceci, tel enrôlement, tel. Toutes ces étapes-là vont être inscrites dans le calendrier électoral. C'est en fonction de cela, nous allons suivre. Et attendons, soyez un peu plus patients. On peut attendre encore 2 semaines, 1 mois, 2 mois? L'objectif final, c'est que les élections doivent être organisées dans les délais. Et moi, personnellement, je suis rassuré que les élections là seront organisées dans les délais. Et pour que ça soit organisé dans les délais, qu'est-ce qu'il faut concrètement? Il faut une bonne organisation, il faut des moyens. Et concernant les moyens, le gouvernement a pris l'engagement de mettre les moyens. Donc, il y aura des moyens pour que la CENI puisse... donc, il faut l'organisation. Dans l'organisation, il y a les personnes qu'il faut, le planning, tout ça. Je crois que les personnes sont là, le planning va être mis en place et toutes ces choses vont s'organiser. Et dans la deuxième phase, c'est le financement. Et il y a déjà le premier décaissement qui ont été faits à la CENI pour commencer à faire le préliminaire de tous ces travaux. S'agissant de la participation de Congolais de la diaspora à ces élections, ça vous dit qu'on en débatte aussi? Oui, mais cette question, elle est assez complexe parce que la question de la participation des diasporas aux élections va toucher beaucoup d'autres points. Ça va toucher la question de la nationalité, ça va toucher la question du statut des différents Congolais qui sont à l'étranger, parce que vous savez que la plupart des Congolais qui sont à l'étranger ont les statuts d'exilés. Donc, ce qui fait qu'en réalité, quand on est exilé, on ne peut pas, ce que vous appelez Ngulu, Ngunda, quelque chose comme ça. Donc, ces statuts-là, tu ne peux pas voter, en principe. Vous estimez que cette question est sensible, du coup... Pas seulement sensible, mais elle est complexe, en fait. Ça tire plusieurs points. Il faut réfléchir avec une tête bien froide, bien pas tendue, pas trop d'émotions autour de cette question, parce que ça va concerner vraiment l'avenir de la nation. Ils sont très nombreux. Donc, aujourd'hui, cette question devra être étudiée avec sans passion, en fait. Parce que actuellement, il y a trop de passion autour des questions qui concernent la République. Quelqu'un peut dire non, tout simplement parce que la tête d'une personne ne le plaît pas. Et pourtant, on ne devrait pas dire non à cause d'une perception pareille. Non.
Donc voilà pourquoi je pense que cette question devra vraiment être étudiée avec beaucoup de... Concrètement, y a-t-il opportunité ou pas que le Congolais de la diaspora participe C'est un droit. En principe, c'est un droit. Chaque Congolais, à n'importe quel endroit il se retrouve, devrait voter. On doit organiser les élections au niveau des ambassades, tout ça, leur enrôlement, tout ça. Mais il faut voir concrètement comment ça va s'organiser, si on pourra avoir les temps matériels de le faire. Parce que aujourd'hui déjà, est-ce que nos ambassades ont l'identification de tous les Congolais qui se retrouvent sur leur territoire, par exemple? Aujourd'hui, l'ambassade de la France, l'ambassadeur de la France ou de la Belgique peut connaître les nombres des Congolais qui se retrouvent en Belgique. Vous voyez, déjà à ce niveau-là, se pose un sérieux problème. Donc, l'identité réelle, vous savez, vous et moi, beaucoup de personnes qui sont arrivées là-bas ne portent plus leur propre identité. Donc, ça, c'est un autre problème. Je m'excuse de le dire comme ça. Je n'ai cité les noms de personnes, mais c'est une réalité que nous avons vécu dans ces pays. Peut-être nous continuons à vivre, qui voyagent avec il y a une contradiction entre l'identité qu'il avait à Kinshasa et l'identité qu'il a en Europe. Pas seulement le nom et l'autre, l'âge, tout ça, tout a été changé. Donc, en réalité, on a deux personnes différentes. Comment cette question va être réglée? Vous comprenez? On peut voir physiquement, telle personne est là, mais en réalité, cette personne est deux personnes parce qu'il a deux identités. Comment ça va être réglé? Alors, si nous allons comme ça, on peut aussi avoir une personne qui vote deux fois parce qu'il a deux identités. Donc, il y a une complexité de problèmes. Il y a tellement de choses qu'il faudra vider en amont pour arriver à prendre une décision finale que, bien que ça soit un droit, chaque Congolais a le droit de voter. C'est un droit constitutionnel. Mais il faudra maintenant préparer le cadre qui puisse permettre à ce que ces Congolais, quand ils votent, ces votes-là ne soient pas un élément descripteur pour la décision justement de la destinée de notre pays. Les retours aux élections présidentielles à détour devaient être une nécessité? Oui, c'est une nécessité. Ça fait partir justement de points dont nous parlerons dans notre ultérieure déclaration. Les élections, je crois qu'on avait fait, on va encore reprendre, les élections à deux tours. C'est important. Pour donner la possibilité à tout le monde, il y aura plus de Genève, il y aura plus de toutes ces choses-là, parce que tout le monde au premier degré va aller se présenter. Vous comprenez? Va aller se présenter, et finalement, ceux qui devraient être éliminés vont être éliminés. On aura deux personnes à la fin, et puis voilà, on va aller... Le chef de l'État lui-même, d'ailleurs, hein, quand il a fait son discours à la nation, je crois il y a 1 année ou 2 ans, il a parlé de cette question, des élections de tour. Il a même proposé, que nous soutenons aussi, les élections de gouverneurs, ça soit fait au premier degré. Ça ne soit plus fait au niveau Vous partagez cet avis? Je partage cet avis. Il faudra que le gouverneur soit élu au premier degré. Je partage cet avis parce que pour qu'il ait suffisamment d'impérium de pouvoir à agir, c'est très important. Aujourd'hui, les gouverneurs, la plupart des gouverneurs sont gérés en fait par les députés provinciaux à tout moment. Il suffit seulement qu'une personne se dise que non, on doit se faire un peu d'argent, paf, motion, les gouverneurs est un peu agité et tout ça, voilà. Ça n'aide pas le pays. Une situation que vous déplorez? Pardon? Une situation que vous déplorez? Oui, nous déplorons parce que dans l'esprit, l'Assemblée provinciale devrait jouer le rôle de contrôle, de contrepoids, de pression au gouverneur de travailler. Mais dans la pratique, les assemblées provinciales ne jouent pas ce rôle-là. Si l'Assemblée provinciale ne se met pas dans la position en contradiction avec le gouverneur, alors c'est l'inverse. C'est le gouverneur qui gère l'Assemblée provinciale et cette Assemblée provinciale devient tout simplement un cadre de champ pour le gouverneur. Vous comprenez? Donc ça n'aide pas le pays. Il faudra que chaque personne joue ce rôle en respectant des valeurs d'intégrité morale et tout ça.
pour que les uns et les autres, en jouant son rôle, le pays puisse aller de l'avant. Alors, certains observateurs proposent par exemple d'insérer dans la loi électorale l'obligation de publier les résultats des élections par bureau de vote et de les afficher dans chaque bureau de vote, y compris sur les sites internet de la Commission électorale nationale indépendante. Vous pensez que cela va renforcer la transparence? Effectivement, c'est important. C'est important. La publication de résultats devrait être publiée. N'est pas publiée. Qu'est-ce qui justifie que tel a eu 20 et l'autre a eu 4? Quel est le soubassement? Beaucoup de personnes pouvaient réclamer, mais là, ils ont été incapables d'aller réclamer au niveau de son juge naturel, tout simplement parce que il n'y avait pas de soubassement. Des éléments qui prouvent, qui montrent que il a obtenu tel nombre de fois. S'il pouvait rassembler tel ou tel autre document, c'était des papiers Excel sans signature, qui n'ont aucune valeur. Vous comprenez? Or, l'élément qui a la valeur, c'est le procès verbal signé par le bureau de vote. C'est ce document-là qui a la valeur. Et la plupart des fois, quand on affiche, quelques heures après, on arrache. Mais cette fois-ci, il faudra quand même que les dispositions soient prises quand on affiche. Chaque personne a le temps de prendre les documents à afficher, où il peut aller dans son bureau. Le bureau, il y a une photocopieuse, il y a tout ça. Et s'il demande, on lui donne la copie de ce qui a été affiché, même moyennant un paiement, parce que ce sont des frais que l'État va engager, impression, tout ça. Tout ça peut s'organiser. Mais ça va garantir la transparence. Le site également, parce que quand on publie les noms de candidats, on les publie dans le site de la CENI. Les résultats également, on peut publier. Alors, vous êtes sans ignorer qu'une marche est projetée pour le 13 novembre prochain sur l'ensemble du territoire national pour exiger la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante. Est-ce qu'il y a intérêt aujourd'hui de parler toujours ou d'établir sur cette question? Bon, je pense que nous sommes en démocratie, ça c'est la première chose. Chaque acteur politique est libre de mener une action politique sous forme de marche ou autre forme, il est libre. Donc ceux qui organisent cette marche, je ne veux pas me dire qu'ils ont tort ou raison, mais ils sont dans la liberté parce que la Constitution garantit la liberté d'expression pour chaque Congolais. Ils vont faire leur marche, la police va encadrer et les choses vont certainement bien se passer et tout le monde va rentrer chez lui. La CENI va continuer son travail et si le lendemain ils veulent recommencer la même chose, ils vont le faire. C'est pas un problème. Alors, les concepts dépolitisation de la CENI. Bon, c'est là maintenant, je réfléchis un peu. Comment est-ce qu'on va dépolitiser une institution qui, dès le départ, a été mise en place dans un cadre purement politique? Nous rentrons, la CENI a été mise en place quand, à Sun City. C'était une rencontre politique. Les politiques se sont réunis. Ils ont levé l'option pour mettre en place la CENI. Et avec, évidemment, il y a eu changement de nom, mettre en place la CENI. Et avec la mise en place de cette institution, l'objectif, c'était de garantir le fonctionnement de de garantir les élections pour de garantir les uns et les autres. Comprenez? Donc, la conception, la mise en place, le fonctionnement, l'organisation, les concepts en soi déjà, c'était une solution politique. Tu es d'accord avec moi? C'était une solution politique, la CENI en soi. Parce qu'avant, les élections s'organisaient dans les cas des ministères de l'Intérieur. Maintenant, on a créé cette CENI. Alors, quand on parle de la dépolitisation de la CENI, j'aimerais bien avoir l'explication concrète sur cette notion de la dépolitisation. C'est à quel niveau qu'on devra dépolitiser? Parce que les processus tels que mis en place, l'Assemblée nationale a confié la responsabilité aux confessions religieuses, justement pour éviter à ce que cette CENI soit, entre guillemets, politisée, comme ils le disent. Bien que le concept en soi, la création en soi, est dans un cadre politique. Alors, les animateurs, les personnes qui sont chargées de faire le choix, ils ne se sont pas entendus, mais du moins ils ont appliqué leur règlement intérieur et n'ont été renvoyés à l'Assemblée nationale.
l'Assemblée nationale a validé, le chef de l'État n'a fait que constater un nom avec les soubassements appropriés, il a signé. J'aimerais bien que nos amis qui parlent de la dépolitisation viennent expliquer clairement à Donc quel niveau. c'est un faux débat pour vous? C'est un faux débat. Je considère ça vraiment un faux débat et qu'il faudra que nos amis réfléchissent plutôt comment est-ce qu'ils peuvent faire pour que dans les étapes qui viennent, ces élections soient effectivement transparentes. La réflexion devait être à ces niveaux-là. Parce que parler de la dépolitisation de la CENI, en réalité, c'est un concept creux. C'est un concept creux qui n'a pas d'arguments solides, qui a des arguments en termes de folklore ou des slogans, mais ça n'a pas vraiment une solidité en soi. La CENI a été installée, vous le savez, il y a 12 sur 15 membres normalement. Mais craignez-vous pas que cette CENI soit moins crédible par rapport aux parties prenantes? Non, la CENI est déjà crédible. Hein. La CENI est déjà crédible, 12 sur 15. Vous savez, si tu fais en termes de pourcentage, ça fait de bons points. Le fait que l'opposition n'y soit pas, ça ne vous dérange pas? Ils viendront au meilleur moment. Ils vont venir. Vous savez, l'histoire de ce pays nous raconte beaucoup de choses. Vous savez, des fois, quand on a la responsabilité de gérer, il faut s'attacher à l'idéal, il faut s'attacher aux objectifs, il faut s'attacher à l'essentiel. Quand on suit ou on a un regard autour de tout ce qui s'est dit tout autour, on n'avance pas. On risque de faire tourner en rond et c'est pas intéressant. Donc, aujourd'hui, les quelques membres qui restent, il y en a 3 qui restent, au meilleur moment, la place est disponible, ils pourront venir. Vous avez vu la déclaration de nos différents partenaires internationaux, de tous les pays de l'Union européenne et autres, qui ont fait cette déclaration commune, qui ont regretté justement l'absence de consensus entre les différentes confessions religieuses quant au choix du président, mais ils ont encouragé la CENI à poursuivre et à garantir la transparence pour l'avenir. Donc, c'est le travail de la CENI maintenant qui va rassurer les uns et les autres. C'est pour dire quoi? La page est tournée, il faut avancer. Donc, le regret dont il est question dans cette lettre-là, c'est un regret de voir que les personnes en qui la confiance était posée, sur qui on comptait, ces personnes-là n'ont pas apporté la satisfaction complète à l'ensemble de la population. Ils ont regretté. Ils ont regretté parce que tout le monde souhaitait qu'il y ait 8 sur 8, mais ici sur 8. C'est pourquoi il y a eu ce regret. Mais puisque l'option a été levée, la CENI a été encouragée de poursuivre son travail et d'aller organiser correctement. Visiblement, ça vous réjouit? Non, ça me réjouit pas. J'aurais bien voulu que ça soit tout le monde soit là. Mais des fois, quand on voit le comportement des uns et des autres, on se rend compte que la plupart d'acteurs politiques ou ecclésiastiques qui ont atteint un certain niveau n'ont pas l'essence du patriotisme, du nationalisme pour voir les intérêts dissocier ses propres intérêts et les intérêts du pays. Vous comprenez? Beaucoup de gens ont du mal à faire cette dissociation-là. Ses propres intérêts et les intérêts du pays. Mais quand on arrive à faire la différence entre les deux choses, je pense qu'on fera un grand pas. Vous arrivez à les faire? En tout cas, j'arrive à le faire. Comment? Je vais donner un exemple concret. Je suis à mesure aujourd'hui de prendre tous mes enfants qui sont dans des écoles conventionnées, de le mettre dans une école privée. Je peux le faire. Je peux le faire. Je suis un architecte professionnel. J'ai mon cabinet, j'ai le minimum qui me permet de le faire. Mais je ne le fais pas. Pourquoi? Je dis à mes enfants, l'option qui est levée sur la gratuité est salutaire pour notre nation. Et vous devez comprendre que nous devons contribuer à ces succès. Ils sont là. Il y a une négociation. Les écoles conventionnées catholiques et protestantes ont repris.
il y a 10 jours qu'ils ont repris les cours. Les cours ont repris. C'est un prix que nous sommes en train de payer. Vous comprenez? C'est pour dire qu'il y a la possibilité de faire le choix entre les intérêts privés, personnels et de la République. Il y a toujours cette possibilité-là. Et si chaque acteur politique arrive à créer cette différence-là, ça serait une bonne chose. C'est ça même l'esprit de la création de l'union sacrée. C'est-à-dire une union où le soubassement des uns et des autres est la République. Pas l'appartenance à son parti politique, pas respecter aux instructions de son parti politique, mais voir ce qu'il y a à faire pour l'intérêt de la République. Tout ça parce qu'il y avait des ministres qui respectaient aux instructions de partis politiques ou de leur autorité morale en défaveur de la République. Donc le concept a été créé dans ce sens-là. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, nous rappelons, il est encore important que les différents acteurs politiques réfléchissent de cette manière-là et je crois qu'on ira de l'avant. Comment appréciez-vous la gouvernance de Félix Tshisekedi? Assez complexe, on sent une grande volonté de détermination de changer vraiment les choses. Et d'autre part, on voit une grande machine organisationnelle pour que sa volonté ne se matérialise pas. C'est-à-dire, pendant qu'il avance, il y a une grande force volontaire qui travaille pour le faire. Venant de qui? Je veux pas, je présente les tableaux. Je présente les tableaux. Mais, heureusement, dans sa stratégie politique, les éléments mis en place et les quelques petites informations que j'ai rassurent que dans les 2 ans qui restent, que quelque chose va se passer pour que le sourire du peuple congolais revienne. Et pour les temps passés, vous estimez que... Non, les temps passés, c'est un temps de préparation. Moi, je suis un architecte. Quand on veut construire une maison, il y a un temps important, on passe dans la fondation, qui peut prendre 3 mois. Et dans les 3 mois de fondation, on ne voit rien. Quelqu'un qui passe va se dire, mais d'accord, depuis ma banda, ça ne sort pas, qu'est-ce qui se passe? Rien ne se fait. Mais l'argent est déjà entré dans cette fondation. Sans cette fondation-là, l'ouvrage du dessus ne va pas apparaître. Le chef de l'État est dans cette fondation. Il veut que pendant sa mandature, les socles du développement soient bâtis. Pas un socle superficiel, mais un socle profond. Et c'est ce socle-là qu'il est en train de bâtir et d'imposer maintenant. Et dans les années qui viennent, tout le monde constatera que l'allure de développement qui a été donnée par lui va rester et nous irons en ordre croissant jusqu'au développement réel de notre nation. Donc, il a eu le pouvoir dans un contexte d'un Congo vraiment noyé, où une armée, la corruption est entrée, il a dit lui-même quand il était à l'est du pays, avec tous les constats qui ont été faits, une guerre avec des personnes impliquées dans un système qui puisse enrichir certaines personnes, avec les contrats au niveau national qui ont été signés pour les intérêts de quelques individus, la fuite du cash, des capitaux, tout cela, un pays où on nous regardait avec un regard méprisant, incapable de participer dans les grandes rencontres internationales, un pays qui n'était pas considéré à fin de compte. Donc, mais des manières concrètes, quels sont les points positifs que vous pouvez citer, palpables, par exemple? Bon, le point palpable, il y en a plusieurs. Déjà, si nous commençons dès le début, la question politique a été réglée. La question de droit, des attitudes des uns et des autres a été réglée. La question, comment on appelle ça, de la corruption pour faire revenir le revenu dans les caisses de l'État est en train d'être réglée avec la mise en place de l'IGF et autres. Parce que l'objectif final, c'est avoir les revenus et assurer une répartition équitable, parce qu'il y a trop de fuites. La question de nos bailleurs des fonds internationaux du genre Banque mondiale et autres est réglée.
il y a possibilité maintenant la coopération soit reprise, qu'on soit financé. La question de les apports que le Congo devait gagner côté le fonds vert, tout ça, est en cours. Il y a déjà une amélioration. La question constitutionnelle sur la gratuité, l'action a été prise. Maintenant, ce qui reste, c'est tous ces éléments bâtis. La question sécuritaire est en train d'être réglée avec l'état de siège, bien que les uns et les autres, quelques personnes attaquent cet état de siège, disent que ça a trop pris du temps. Mais en réalité, c'est 3 ou 4 mois déjà, pour une guerre qui a fait 20 ans, plus ou moins. Je pense que en dehors de l'état de siège, moi personnellement, je n'ai pas encore trouvé une autre option. Donc, si toutes ces choses mises ensemble, que je ramasse comme ça, tout ce qui nous reste maintenant, c'est améliorer, toucher le panier, le social de la population. En très peu de mots, qu'est-ce qui devrait améliorer? Non, tout ce qui reste, c'est le social de la population. Les concrets du Congolais. Tout ce qui reste aujourd'hui, c'est les concrets du Congolais. Qu'est-ce que maintenant le Congolais a besoin? C'est dont le Congolais a besoin aujourd'hui. Il doit se nourrir, il doit se déplacer, il doit se soigner. Ce sont ces choses-là qui comptent et les enfants doivent étudier. Donc, avec les différents entrées financières, les 2 ans qui restent vont être capitalisés sur ces sociales-là. Parce qu'on ne sait pas régler le social de la population si on ne garantit pas le revenu nécessaire. Je pense, avec toutes les tournées qu'il a faites, tout le travail qui a été abattu, maintenant, il se concentre sur le social de la population et nous croyons, par la grâce de Dieu, que ça va être fait et la population va être dans son sourire. Puisqu'on parle du processus électoral, pensez-vous que le président de la République a réellement la volonté d'aller aux élections dans les délais? Évidemment, le chef de l'État a la volonté d'aller aux élections. Il a dit lui-même. Et vous constatez que la volonté y est? La volonté y est. La volonté y est d'aller aux élections. Les élections seront organisées et dans les temps. Il faut que les uns et les autres s'organisent, se préparent pour aller aux élections. Parce qu'il y en aura. Il y aura des élections. Je pense que le chef de l'État ne voudra pas entrer ou faire partie des catégories de personnes ou laisser son nom souiller, pas seulement son nom, mais les noms d'un grand homme comme le feu Papa Étienne Tshisekedi, ces noms-là soient mis parmi les personnes qui apportent les glissements ou qui violent les règles démocratiques du Congo. Je pense qu'il ne le fera pas. Et il ne peut même pas oser le faire. Il ne le fera pas. Parce que il a grandi dans cet esprit et sa personne tient absolument au respect de la démocratie et c'est constitutionnel. Donc il n'y a pas de zone de manœuvre pour ça. Les élections vont avoir lieu. Il a la possibilité d'avoir un 2e mandat. Il aura son 2e mandat. Il va achever toutes les actions qu'il est censé faire. Et à partir de 2028, la porte sera ouverte pour quiconque voudrait revenir, voudrait postuler. Et nous sommes dans une action de la course à relais. Et à ces moments-là, une autre personne va prendre là où il va laisser pour continuer. Et en 2033, il y aura encore d'autres. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça que le Congo va aller de l'avant. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin d'Objectif 2023. Un mot pour clôturer? Les mots, c'est un message d'espoir, un message d'assurance, un message de foi en notre avenir. Nous sommes un peuple fort, grand et puissant. Notre identité est celle de la grandeur. C'est pas pour rien que Dieu nous a établis au cœur de l'Afrique. Il nous a établis au cœur de l'Afrique pour que nous puissions exercer un leadership rayonner et ramener tout le monde vers une direction. Et nous devons savoir, quelle que soit la médiocrité qui veut nous tirer vers le bas, restons toujours attachés à notre identité de la grandeur. Et rassurons-nous du réveil de cette nouvelle génération implémentée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, nous fera atterrir vers notre destinée de la grandeur. Tenons bon, allons de l'avant
et nous réussirons ensemble. Que Dieu bénisse sa nation, ce pays et bénisse chacun de nous. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était un grand plaisir. Objectif 2023 des séjours est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.